Aristote, le monde intelligent, une émission proposée par Raphaël Antoven. Aristote est à Platon ce que la couleur est au noir et blanc. Celui qu'on appelle le stagirite n'a pas 18 ans quand il arrive à Athènes, en 367 avant notre ère, pour y suivre les cours d'un vieil orateur, Isocrate, plus soucieux d'éloquence que de vérité, et dont, par conséquent, il se sépare bientôt pour intégrer dans le faubourg des Potiers l'école de Platon qu'on appellera plus tard l'Académie. Aristote est si brillant là-bas que le vieux maître en personne le surnomme l'intelligence. Mais on rémunère mal son maître quand on en reste toujours l'élève, et Aristote, reprenant un mot de Platon lui-même, exécute symboliquement son père spirituel en déclarant à son sujet, au début de l'éthique à Nicomaque, que, si l'amitié et la vérité lui sont chères l'une et l'autre, il doit néanmoins préférer la seconde à la première. Ce qu'il a peut-être tort de penser, mais qu'il a eu raison de faire, car de ce parricide a surgi l'une des philosophies les plus subtiles qui soient. L'aristotélisme est une métaphysique du singulier, une éthique individuelle, une philosophie du bon moment, une pensée de la vie possible et non plus de la vie rêvée. En ce sens, Aristote est moins sage que Platon, mais beaucoup plus raisonnable. Et il est profondément paradoxal d'ailleurs que les dialogues transcendants de Platon soient plus faciles à lire que les traités austères d'Aristote, qui parlent précisément de ce qui est à notre portée. De fait, Aristote est ce que Platon a fait de mieux, vous pouvez l'admettre, car Platon c'est le ciel et Aristote c'est le sol. Par exemple, dans le Théétète, Platon raconte, et c'est magnifique, la façon dont Thalès, le tête en l'air, est tombé dans un puits parce qu'il regardait les étoiles. Et il se félicite alors de l'inaptitude du philosophe aux choses de la vie quotidienne. Mais dans le politique, Aristote raconte, sans grâce, comment le même Thalès, les pieds sur terre cette fois-ci, voulant montrer à ses compatriotes de quoi la philosophie était capable, fait fortune en faisant servir son savoir météorologique à une spéculation sur les olives. De même, dans le Criton, le Socrate de Platon préfère mourir plutôt que de prendre la fuite, alors qu'Aristote, lui, à la fin de sa vie, pas fou, n'hésite pas à fuir la cité pour ne pas donner aux Athéniens qu'il accusait d'impiété une nouvelle occasion d'assassiner la pensée. En un mot commençant, Platon, c'est le monde intelligible, mais Aristote, c'est le monde intelligent. L'éthique d'Aristote, qu'il destine à son fils Nicomaque, est un grand traité des petites vertus, qui ne parle donc pas seulement de la sagesse, de la justice ou de la contemplation, mais aussi, et à vrai dire surtout, de l'amitié, de la modération, du courage, enfin de la prudence, qu'on peut aussi traduire par sagacité. La prudence qui pourtant ne se transmet pas de père en fils, qui ne passe ni par l'éducation, ni par l'hérédité, mais dépend de l'expérience de chacun. Pour Aristote, que l'éternité laisse un peu froid, c'est avec le temps que les âmes bien nées deviennent prudentes. Mais pour devenir prudent, il faut l'être un peu déjà. La prudence ne vaut que par ses actes, mais ces actes témoignent d'une nature que forge le caractère autant que les habitudes. À la différence de la vie contemplative, dont Aristote fait l'éloge, mais se demande si elle n'est pas trop élevée pour la condition humaine, la prudence est un concept souple, une idée flexible, aussi malléable que l'homme, une idée que réinventent toujours ceux qui la pratiquent. La prudence n'est pas une science exacte, mais un savoir précis, une sagesse efficace, ponctuelle, maligne, opportune, une sagesse à notre mesure, tournée dans le bon sens et qui ne regarde jamais plus loin que l'horizon. La prudence, c'est une vertu fluide en somme, qui témoigne, contre Platon, que les affaires humaines ne relèvent pas de la raison pure. La prudence est donc faite pour tous, mais elle n'est pas à la portée du premier venu, car tout le monde n'a pas la sagesse de se contenter d'une sagesse relative. La prudence demande beaucoup d'audace, car elle est menacée par la tentation ordinaire d'être une belle âme, un esprit pur qui ne transige pas. Au bûcher des vanités, le prudent n'est pas n'importe qui, c'est celui qui, à la différence des autres, renonce à être exceptionnel. Vouloir être parfait, c'est ce qu'on fait de pire. Être prudent, c'est ce qu'on fait de moins mal. Et c'est ce dont Commentaire parlera aujourd'hui en compagnie d'Annick Jolin, spécialiste de l'ontologie d'Aristote, et qui enseigne la philosophie ancienne à l'Université de Paris 1. Vous avez tout à fait bien fait de dire que certains traduisaient phronésis par prudence, parce que d'autres le traduisent par sagacité. Et immédiatement, entre prudence et sagacité, on peut peut-être faire une différence, la prudence insistant davantage sur un comportement rationnel ou peut-être précautionneux, alors que la sagacité met davantage en avance un aspect de calcul, de visée aiguë et pertinente relativement à la situation donnée.
Et prudent, celui qui ne prend pas de risque, et sagace, celui qui va peut-être prend une initiative. Oui, et sagace, celui qui sait très exactement mesurer le rapport entre son action et la réalité des choses. Alors, et la situation même, je devrais dire. Et la situation. Mais alors ce qui est extraordinaire, c'est que chez Aristote, deux interprétations sont possibles à partir du même texte. L'une allant dans le sens de la prudence, forme de pondération finalement dans l'attitude comme dans le jugement et dans la vie de tous les jours. Oui. Et l'autre témoignant de la sagacité, c'est-à-dire d'un sens aigu du geste à accomplir au bon moment, du sens de l'occasion. Exactement, oui. Ça, et on retrouve ces deux dimensions à l'intérieur du même texte. Mais de fait, la phronésis implique les deux, si l'on ne traduit pas d'une manière ou d'une autre. Elle implique les deux parce que, pour revenir à votre question initiale, quelle est la différence entre phronésis, de quelque manière qu'on la traduise, et sophia, c'est-à-dire la sagesse. C'est-à-dire la sagesse. Donc cette différence est entre deux formes de conduite rationnelle. Dans le cas de la phronésis, il s'agit de l'agir rationnel, c'est-à-dire d'une conduite qui est toujours liée aux circonstances. Pour Aristote, on agit toujours sous une certaine contrainte de la situation, des événements, etc. Et en outre, la phronésis intervient dans des situations où l'homme peut transformer son environnement ou est libre de son action. C'est-à-dire que la prudence intervient dans une modalité qui est celle du possible, de ce que l'homme peut faire, du practon, dit Aristote, c'est-à-dire de ce qui est faisable. On pourrait traduire par la réalité du praticable, cette façon qu'on aurait d'agir à l'intérieur d'un univers. Oui, c'est la modalité de ce que l'homme peut faire. D'ailleurs, c'est ce qui justifie la critique que fait Aristote au début de l'Éthique à Nicomaque de la conception platonicienne du bien. Précisément, dans le Thé et Tête, Platon raconte cette anecdote qui est restée fameuse de Thalès qui, la tête dans les étoiles, marchant la tête dans les étoiles, ne voit pas le puits qui est à ses pieds et tombe dans le puits. Et Socrate tire la conclusion, à partir de cette anecdote, que le philosophe est effectivement inapte à toutes les choses qui concernent les humains, plaider, assaisonner un plat, etc., mais qu'en revanche, dès qu'il s'agit de chanter la vie des dieux et des hommes heureux, là il excelle et il l'emporte sur tous. Platon ou Socrate se flatte de l'aptitude supérieure du philosophe et en même temps de l'infirmité du philosophe en matière de vie quotidienne. Est-ce que, en introduisant la notion de prudence ou de sagacité, Aristote n'élabore pas une sorte de sagesse secondaire, si j'ose dire, une espèce de sagesse indispensable dans la mesure où elle est adaptée au monde qui change et non plus aux choses éternelles? Oui, alors, sagesse secondaire... Seconde, je dirais. Seconde, oui, c'est-à-dire que, de toute façon, pour Aristote aussi, la sophia, c'est-à-dire la sagesse théorétique, disons, est supérieure à la sagesse qu'on pourrait appeler pratique. Mais cet aspect second n'est pas une dévalorisation, en ce sens qu'il y a deux modalités des choses chez Aristote, les choses nécessaires et qui ne peuvent jamais être autrement qu'elles ne sont. 2 et 2 font 4. Voilà, et la sagesse théorique porte sur ces choses-là, c'est la mathématique, la physique, et puis il y a cette prudence ou cette sagacité, cette phronésis qui porte sur les choses, elles, qui peuvent toujours être autrement qu'elles ne sont, et qui donc sont soumises à l'action humaine. Ces choses qui peuvent être autrement qu'elles ne sont celles auxquelles on est confronté tous les jours. Voilà, ce sont les choses humaines, c'est-à-dire la politique, la rhétorique, les techniques, toutes choses que l'homme peut modifier par son intervention. C'est pourquoi nous estimons que Périclès et les gens comme lui sont des hommes prudents en ce qu'ils possèdent la faculté d'apercevoir ce qui est bon pour eux-mêmes et ce qui est bon pour l'homme en général. Et telles sont aussi, pensons-nous, les personnes qui s'entendent à l'administration d'une maison ou d'une cité. De là vient aussi le nom par lequel nous désignons la tempérance, pour signifier qu'elle conserve la prudence. Et ce qu'elle conserve, c'est le jugement dont nous indiquons la nature.
car le plaisir et la douleur ne détruisent pas et ne faussent pas tout jugement quel qu'il soit. Par exemple, le jugement que le triangle a ou n'a pas ses angles égaux à 2 droits, mais seulement les jugements ayant trait à l'action. En effet, les principes de nos actions consistent dans la fin à laquelle tendent nos actes. Mais à l'homme corrompu par l'attrait du plaisir ou la crainte de la douleur, le principe n'apparaît pas immédiatement. Et il est incapable de voir en vue de quelle fin et pour quel motif il doit choisir et accomplir tout ce qu'il fait. Car le vice est destructif du principe. Par conséquent, la prudence est nécessairement une disposition accompagnée d'une règle exacte capable d'agir dans la sphère des biens humains. C'est une façon de dire, avant la lettre, que la politique n'est pas une science exacte. Pour Aristote, le représentant de la sagesse pratique, c'est Périclès. Et Aristote donne de Périclès une lecture beaucoup plus positive que celle que Platon en fait, puisque sans cesse il remarque que les hommes politiques n'ont pas pu transmettre leur savoir, etc., etc. Mais il dit de Périclès qu'il est un mélange de tempérance et de prudence. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Tempérance, c'est sophrosune en grec, et prudence, c'est phronésis. Ce sont reviens, deux mots qui ont la même racine, c'est pour ça que voilà. je l'ai nommé. Mais c'est que, pour Aristote, la sagesse pratique n'est pas un savoir pur. C'est-à-dire qu'il faut aussi des habitudes acquises dès l'enfance. Parce que la prudence représente l'aspect théorique, rationnel de la conduite pratique, mais cette rationalité ne peut rien si nous n'avons pas en même temps de bonnes habitudes, c'est-à-dire si nous ne sommes pas courageux, si nous n'avons pas été habitués à supporter les circonstances difficiles, etc., etc., à être tempérant. Par exemple, la tempérance n'est pas quelque chose que l'on décide par un choix intellectuel. Il faut avoir été éduqué à cela. Il faut, en somme, s'exercer. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il fait descendre l'intellect jusqu'à la pratique, ou est-ce qu'il dissocie véritablement les deux ? Non, il ne dissocie pas, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'intellect qui est en prise avec la pratique. C'est cet intellect qui délibère, qui calcule. Aristote emploie le terme de logizestai à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a un calcul rationnel dans l'action. Vous connaissez cette anecdote évidemment du fiacre de Leibniz, où Leibniz explique que si le mathématicien monte dans un fiacre et passe par un chemin escarpé, et le savoir dont il dispose lui montre qu'il ne risque rien en passant par là. Mais en même temps, le cocher du fiacre, lui, à vue de nez, comme ça on pourrait dire à vue de nez, d'instinct, spontanément dit non, je le sens pas. Et Leibniz à ce moment-là de dire que le mathématicien ne passera pas, fera davantage confiance à l'instinct spontané du cocher plutôt qu'à la théorie qui lui démontre que pourtant il peut passer sans risque. Est-ce qu'on a là quelque chose qui permettrait de caractériser, de qualifier la prudence au sens aristotélicien du terme? Est-ce que le prudent c'est le cocher? Oui, enfin le prudent c'est surtout le stratège ou l'homme politique. C'est celui qui sait ce qu'il peut faire dans une circonstance donnée, étant donné les capacités dont il dispose. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout
où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Prudence et providence ont la même étymologie. Être prudent, c'est prévoir. La prudence est donc le contraire de la témérité, mais pas du courage, et pour cause. Comme la prudence n'a aucune norme, aucun point de repère qui lui permette de se définir comme telle, alors il faut un courage insensé pour accepter de ne pas chercher ailleurs qu'en soi-même et à l'instant présent les principes de son action. Mais si tous les prudents sont habiles, dit Aristote, tous les habiles ne sont pas prudents, car la prudence, loin d'être moralement neutre, manifeste dans la personne du prudent courageux des valeurs incontestables. Les pacifistes, par exemple, les belles âmes qui, à Munich en 1938, ont pactisé avec Hitler pour éviter la guerre, sont directement responsables par leur imprudence des catastrophes qui ont suivi. En revanche, le héros qui, à la tête d'une armée dérisoire, a fait le 18 juin 40 un bras d'honneur au maréchal Pétain, accomplit ce jour-là par prudence, un geste indispensable et exemplaire. Tout comme le 4 juin 1958, où le général de Gaulle, qui ne doutait pas qu'un jour prochain l'Algérie serait algérienne, fait un discours aussi ambigu que possible. « Je vous ai compris, dit-il aux Algérois. En effet, de Gaulle connaît les sentiments de la foule et il sait quoi dire et quoi taire pour éviter un bain de sang. Son discours, qui parle sans les distinguer des quelques 10 millions de Français d'Algérie, sonne rétrospectivement comme le deuxième acte d'une séparation qu'il savait inévitable entre Français et Algériens. Ceux qui reprochent à De Gaulle leur propre naïveté et l'accusent de les avoir trahis ce jour-là devraient aussi le remercier de leur avoir peut-être sauvé la vie. De même qu'Antigone n'est pas moins prudente que sa sœur Ismène, dont la lâcheté est pourtant légendaire. De même, le général de Gaulle est aussi prudent quand il ment par omission aux Français d'Algérie que quand il saisit l'occasion de dire la vérité en 40 aux Français de la métropole. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Je dis la rénovation à tous égards, mais très justement, vous avez voulu que celle-ci commence par nos institutions, et c'est pourquoi me voilà. Pour comprendre l'objet de cette science du praticable, donc, qui est la prudence, de cette étrange science, cette espèce de science souple. Oui, souple, vous faites bien de le dire, parce que Aristote, dans l'éthique, a une comparaison avec la règle souple dont se servent les artisans de Lesbos.
C'est-à-dire que c'est une règle qui n'est pas rigide, comme la règle mathématique, par exemple, mais qui se plie, c'est la règle des maçons, qui se plie au bâtiment ou au volume des choses qui doivent être construites. Donc ici-bas, même les règles ne sont pas rectilignes. Ce que je voudrais dire, c'est que pour peut-être comprendre, préciser cette notion de prudence, il faut en revenir un tout petit peu à la cosmologie aristotélicienne. Chez Aristote, le monde sublunaire, celui qui est en dessous de l'orbite de la Lune, ou en tout cas qui est à l'intérieur de l'orbite décrite par la Lune, est, selon lui, soumis au hasard. Est-ce que le fait que ce monde-là, à la différence de l'univers supralunaire, dont les astres ont une trajectoire parfaitement nécessaire, est-ce que le fait que ce monde, donc le monde dans lequel nous vivons, le monde sublunaire, soit soumis au hasard, explique la nécessité d'une sagesse plus souple, adaptée à la contingence, adaptée à ce qui pourrait être autrement que ça n'est, à la différence de la trajectoire impeccable des astres qui n'ont pas besoin de nous. Oui, bien sûr, mais Aristote distingue entre les types de nécessités, si vous voulez. Il y a la nécessité absolue pour lui de la trajectoire des astres. Alors, ceux-là sont toujours ce qu'ils sont, c'est la nécessité absolue. Il y a une nécessité, même dans ce monde sublunaire, il y a une nécessité plus fréquemment, c'est la nécessité des lois physiques. Et là, il y a bien une nécessité aussi. Et puis, il y a le possible qui définit le domaine de l'action. Si vous voulez, il est peut-être exagéré de parler de contingence. Il faut plutôt voir l'aspect, je dirais, positif de cette contingence, qui est le possible ouvert à l'initiative des êtres humains. Enfin, il y a quand même un principe d'incertitude ici-bas qui impose d'être prudent ou sagace. Mais oui, évidemment, un principe d'incertitude. Mais si vous prenez la solution inverse, par exemple, si le monde d'ici-bas était absolument nécessaire, nous nous retrouverions dans la position exactement soutenue par les mégariques. Tout est nécessaire et Aristote critique les mégariques, c'est-à-dire ces philosophes de la nécessité absolue. Rien ne sera qui n'ait déjà été, et qui nie par là même, Aristote le leur reproche, toute action, tout changement, enfin tout mouvement d'abord bien sûr, mais tout changement et toute action. Donc nous vivons dans un monde hasardeux, en tout cas pour une partie de lui-même. Est-ce que ce monde hasardeux ou contingent, il y a des éléments de contingence, où l'on ne peut pas tout prédire, où tout ce qui va arriver ne se déduit pas de ce qui est à l'instant T, c'est comme ça qu'on peut qualifier, je pense, la notion de contingence. Ce monde, donc, fait de la contingence un mal, si j'ose dire, au sens où il n'y a pas l'absolue nécessité du monde supralunaire, et en même temps, la condition même d'une action proprement humaine, c'est-à-dire d'une intervention de l'homme finalement sur le cours des choses, ou d'une possibilité pour l'homme de s'adapter de façon singulière et par là même de faire de son existence une aventure. Oui, c'est-à-dire de trouver des formes du bien vivre. On pourrait à la limite présenter les choses exactement de manière inverse de celle que vous venez de faire. Le domaine de la nécessité dans la vie humaine correspond à un autre sens de la nécessité pour Aristote, c'est-à-dire la contrainte. Nous sommes contraints de nous nourrir, nous sommes contraints de respirer, etc. etc. Et c'est en distendant ce domaine du nécessaire, ou cette région de la nécessité, que l'homme trouve sa liberté. Et on connaît les affirmations célèbres d'Aristote, à savoir que l'homme est un animal politique, et que la cité est faite non pour vivre seulement, mais pour bien vivre. Et donc, ou pour vivre bien, pour réaliser des formes d'excellence proprement humaines. C'est-à-dire que on peut situer le domaine de l'éthique aristotélicienne entre deux formes de nécessité. La nécessité absolue des astres, bon, mais ce sont des vivants parfaits. Et la nécessité physiologique du corps. Et la nécessité physiologique qui contraint l'homme est à un niveau intermédiaire. Une partie de sa liberté peut être envisagée comme négative puisque elle est liée à la contingence et au possible, mais elle peut aussi être envisagée de manière tout à fait positive parce que elle permet d'échapper aux nécessités premières.
qui veut dire, donc il y a d'un côté nécessité astrale, de l'autre nécessité animale. Voilà. Et entre ces deux nécessités, il y a un espace, une forme de vacuité qui autorise l'exercice d'une liberté humaine. Exactement. Et d'une initiative. Oui. Une façon dont nous pourrions appréhender la nature de la prudence, c'est de considérer quelles sont les personnes que nous appelons prudentes. De la vie générale, le propre d'un homme prudent, c'est d'être capable de délibérer correctement sur ce qui est bon et avantageux pour lui-même. Non pas sur un point partiel, comme par exemple quelles sortes de choses sont favorables à la santé ou à la vigueur du corps, mais d'une façon générale. Quelles sortes de choses, par exemple, conduisent à la vie heureuse. Contemple, mon ami, contemple ce visage. Tu vois un abrégé de toutes les vertus. D'un monde d'ennemis sous mes pieds abattus, dont la race est périe et la terre déserte, pas un qu'à son orgueil n'a jamais dû sa perte. Tous ceux qui font hommage à mes perfections conservent leurs états par leur submission. En Europe, où les rois sont d'une humeur civile, je ne leur rase point de château ni de ville, je les souffre régner. Mais chez les Africains, partout où j'ai trouvé des rois un peu trop vains, j'ai détruit les pays pour punir leurs monarques. Et leurs vastes déserts en sont de bonnes marques. Ces grands sables qu'à peine on passe sans horreur sont d'assez beaux effets de ma juste fureur. Revenons à l'amour. Voici votre maîtresse. Ce diable de rival l'accompagne sans cesse. Où vous retirez-vous? Ce fait n'est pas vaillant, mais il a quelque humeur qui le rend insolent. Peut-être qu'orgueilleux d'être avec cette belle, il serait assez vain pour me faire querelle. Ce serait bien courir lui-même à son malheur. Lorsque j'ai ma beauté, je n'ai point de valeur. Cessez d'être charmant et faites-vous terrible. Mais tu n'en prévois pas l'accident infaillible. Je ne saurais me faire effroyable à demi. Je tuerais ma maîtresse avec mon ennemi. Attendons en ce coin l'heure qui les sépare. Comme votre valeur, votre prudence est rare. Alors au début du chapitre 5 du livre 6 de l'Éthique à Nicomaque, Aristote, donc chapitre explicitement consacré à l'étude de la prudence, comme telle, de la sagacité, Aristote commence en prenant un exemple. Il commence en parlant de l'homme prudent. Il commence par l'exemple. C'est pas innocent, non, comme démarche, de commencer par un exemple quand on parle de la prudence. Non, non, c'est loin d'être innocent, en effet. Aristote se demande qui sont les hommes prudents. Avant de se demander ce qu'est la prudence. Oui, mais je crois que cela est lié au projet d'ensemble de l'éthique aristotélicienne, qui est défini dans les premiers livres de l'éthique à Nicomaque par la question suivante: quelle est l'œuvre ou la fonction ou le travail, peu importe comment on traduit ergon, de l'homme? La fonction propre. Hein. La fonction propre de l'homme. Et à partir du moment où cette question est posée, et en ces termes, ce que l'on va chercher à savoir, c'est, au fond, pour prendre peut-être une formule de Montaigne, qui fait le mieux l'homme? C'est-à-dire, quels sont les hommes prudents ou sagaces? Et donc, il ne s'agit pas effectivement de la définition conceptuelle de la prudence à laquelle il faudrait conformer son action, mais on va tirer la définition de la prudence de manière presque inductive. Inductive, c'est-à-dire en partant d'un exemple. En partant des exemples. En partant des exemples singuliers, voilà. Pour s'élever jusqu'à la règle. Voilà, exactement. Et non pas hypothético-déductive, c'est-à-dire partant d'une règle absolue pour ensuite en déduire des cas particuliers. Non. C'est ça. Et en même temps, ça correspond à la prudence elle-même, à la forme de sagesse qu'est la prudence elle-même, puisque finalement la prudence est une sagesse qui se modifie selon les circonstances auxquelles elle est confrontée. Oui. Alors, on ne peut pas dire ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire en toutes circonstances comment se conduira l'homme prudent. Ah non. Il n'y a que l'homme prudent qui le sache, confronté à un épisode qu'il n'avait pas prévu. Oui, et il le sait sur le moment, il ne le sait pas forcément à l'avance. Et on pourrait dire que l'art de l'homme prudent dans des circonstances, par exemple, quand Aristote définit ce qu'on appelle les vertus ou les excellences, quand il définit le courage, il dit que parfois il vaut mieux fuir que de résister si l'on mesure, si l'on calcule que la situation est en sa défaveur. Donc il n'y a pas de valeur absolue pour l'homme prudent. Non,
il y a quand même une juste mesure dégagée par Aristote pour définir chaque excellence, c'est la juste mesure entre l'excès et le défaut. Mais cette juste mesure ne signifie pas en elle-même toute la valeur, encore faut-il l'appliquer. Et l'homme courageux, en certaines circonstances, préférera battre en retraite. Ce qui veut dire en fait que, et ça c'est un mystère qui est insoluble autrement que par l'action, le prudent est à lui-même son propre critère de prudence. La prudence n'est pas un ensemble de règles, comme une morale provisoire à la Descartes, par exemple, comme une série de conseils pratiques. Non, la prudence n'est pas un ensemble, un corpus de conseils pratiques, mais la prudence, c'est finalement, ce sont des règles qui apparaissent à la faveur d'une situation donnée. C'est un peu comme la jurisprudence. Oui, effectivement, ça n'est pas une morale provisoire comme vous le dites, mais au fond, on pourrait dire que c'est un certain nombre de capacités à agir acquises par l'agent lui-même. C'est-à-dire que seul le stratège saura prendre la meilleure décision en situation de guerre. Bon, cela dit, il y a deux aspects dans la prudence. Il y a l'aspect de l'action politique, et puis il y a aussi l'aspect législatif. Alors ça, c'est un autre... puisque vous avez parlé de jurisprudence, je pense à cela. La figure la plus haute de l'homme prudent ou sagace, c'est le législateur, celui qui fait les lois. C'est le politique. Non, parce que le politique peut être simplement celui qui les applique. C'est-à-dire qu'Aristote distingue très bien entre le législateur, mais le législateur au sens presque rousseauiste du terme, celui qui fait les lois. Et puis, et tout le monde n'est pas un législateur, il y a beaucoup plus d'hommes politiques, si vous voulez, que de législateurs. Et l'homme politique est un praticien, d'une certaine manière. Donc, ça veut dire qu'il y a une dimension de la prudence qui s'élève jusqu'à la gestion des affaires humaines. La prudence a rapport aux choses humaines et aux choses qui admettent la délibération. Car le prudent a pour œuvre principale de bien délibérer. Mais on ne délibère jamais sur les choses qui ne peuvent être autrement qu'elles ne sont, ni sur celles qui ne comportent pas quelque fin à atteindre, fin qui consiste en un bien réalisable. Le bon délibérateur, au sens absolu, est l'homme qui s'efforce d'atteindre le meilleur des biens réalisables pour l'homme et qui le fait par raisonnement. Dans le chapitre 8 du livre 6, Aristote se consacre, donc, et on va y revenir cette fois-ci plus précisément, à l'examen de la prudence et de l'art politique. Il dit ceci, il dit, la prudence n'a pas non plus seulement pour objet les universels, mais elle doit aussi avoir la connaissance des faits particuliers, car elle est de l'ordre de l'action, et l'action a rapport aux choses singulières. C'est pourquoi, dit-il, certaines personnes ignorantes sont plus qualifiées pour l'action que d'autres qui savent. On pense là encore au cocher de Leibniz, d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire que la prudence, un peu comme le passage, si vous voulez, du géomètre au charpentier, c'est le passage d'un savoir pourquoi à un savoir-faire? Oui. Pour répondre et illustrer ce que vous venez de dire, c'est sur la question de l'universel et du singulier. Il y a un exemple fameux qui suit. Le médecin sait que les viandes légères sont bonnes pour la santé. Ça, c'est une connaissance de l'universel. Mais s'il ne sait pas quelles sont les viandes légères, il ne pourra pas agir et il ne pourra pas produire de conséquences. C'est ce qui pousse généralement Aristote à dire que les hommes d'expérience sont parfois plus habiles dans l'action que les hommes de science, parce qu'ils ne connaissent pas les causes premières, ils ne savent pas le pourquoi, mais ils savent le comment. Et savoir le comment est fort important pour agir. La sagesse politique et la prudence sont une seule et même disposition, bien que leur essence ne soit cependant pas la même. De la prudence appliquée à la cité, une première espèce, en tant qu'elle a sous sa dépendance toutes les autres, est législative. L'autre espèce, en tant que portant sur les choses particulières, reçoit le nom qui lui est d'ailleurs commun avec la précédente, de politique. Cette dernière espèce a rapport à l'action et à la délibération.
puisque tout décret doit être rendu dans une forme strictement individuelle. C'est pourquoi administrer la cité est une expression réservée pour ceux qui entrent dans la particularité des affaires, semblable en cela aux artisans. Est-ce qu'Aristote, en indexant la politique sur la prudence, en faisant de la prudence la condition du politique, pourtant c'est le même homme qui justifie l'esclavage, mais est-ce que cet homme-là, ce penseur-là, peut être tenu comme l'un des premiers, finalement, penseurs de la démocratie? En tout cas, Aristote inscrit la politique dans la différence fondamentale, essentielle, toujours reprise, entre un rapport despotique et un rapport politique. C'est-à-dire? Le rapport despotique, c'est le rapport du maître de maison aux esclaves, aux femmes, aux enfants. Le rapport politique est un rapport entre hommes libres. Et justement, ça retentit sur quelque chose dont on parlait tout à l'heure. Quelqu'un qui voudrait la guerre pour la guerre serait un despote. Et justement, ça n'est pas ça que vise le politique. Le politique vise à vivre bien, à développer au mieux les potentialités, les capacités des êtres humains, notamment les capacités rationnelles. Il est très clair que... alors on a souvent opposé... Pardonnez-moi, ça veut dire que l'une des conditions du despotisme serait le savoir absolu, ou l'imposition d'un savoir absolu à une réalité qui ne l'est pas. Non, le despotisme, enfin le rapport despotique, c'est un rapport d'inégalité entre un maître et un esclave. Ouais. Entre celui qui détient la vérité et celui qui l'ignore. Oui. Alors que le rapport politique, c'est un rapport d'égalité entre hommes libres. Et qui part d'un renoncement à une vérité absolue. À être le seul à détenir... À être le seul détenteur de la vérité. Dans une structure démocratique, le fait de détenir la vérité n'est pas... Alors, démocratique, si vous voulez, tout dépend de ce qu'on entend par démocratie, parce qu'on sait bien qu'il y a chez Aristote des formes déviées de la démocratie, alors celle-là, bien sûr, il les critiquerait, mais il est clair que son projet politique est un projet égalitaire entre hommes libres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il pense que la royauté est une forme désuète de gouvernement politique, parce que, dit-il, il n'y en a pas un seul qui possède la vérité, indépendamment des autres. Les jeunes gens peuvent devenir géomètres ou mathématiciens ou savants dans les disciplines de ce genre, alors qu'on n'admet pas communément qu'il puisse exister de jeunes hommes prudents. La cause en est que la prudence a rapport aussi aux faits particuliers, qui ne nous deviennent familiers que par l'expérience, dont un jeune homme est toujours dépourvu, car c'est à force de temps que l'expérience s'acquiert. On pourrait même se demander pourquoi un enfant qui peut faire un mathématicien est incapable d'être philosophe ou même physicien. Ne serait-ce pas que parmi ces sciences, les premières s'acquièrent par abstraction, tandis que les autres ont leurs principes dérivés de l'expérience, et que dans ce dernier cas, les jeunes gens ne se sont formés aucune conviction et se contentent de paroles, tandis que les notions mathématiques, au contraire, ont une essence dégagée de toute obscurité. Ce qui est très intéressant, c'est que on assiste à une véritable inversion, c'est-à-dire que le fait d'être un jeune homme et donc de manquer d'expérience donne au jeune homme en question, selon Aristote, la tentation d'un savoir absolu. Et qu'en définitive, plus on avance dans l'existence, plus le savoir s'assouplit, jusqu'à devenir une expérience. Est-ce qu'on pourrait le voir comme ça? En général, la représentation qu'un jeune homme peut se faire justement du temps qui passe, c'est que le temps qui passe nous conduit à un savoir de plus en plus exact, de plus en plus éternel, puisqu'évidemment, à mesure qu'on avance dans le temps, on s'approche de l'éternité. Donc, quand on est un jeune homme, on peut se représenter justement le temps qui passe comme l'acquisition progressive, certes de l'expérience, mais surtout d'un savoir absolu. Alors que là, chez Aristote, il montre qu'il y a finalement une grande naïveté à prétendre au savoir absolu et que seule l'expérience nous vient avec le temps.
Alors, je ne sais pas si j'emploierai le terme de savoir absolu. C'est plutôt celui de savoir abstrait. Parce que les mathématiques sont, pour Aristote, la seule science abstraite qui procède, comme on dit, par abstraction, et qui ne se réfère pas à l'expérience. Mais même dans ce texte de l'éthique, il reconnaît que même le sage, s'il est physicien, doit avoir affaire avec l'expérience. Je le verrai plutôt. Alors vous donnez une interprétation intéressante et éthique, au fond, de ce texte, mais on pourrait aussi l'entendre comme la distinction entre deux formes de savoir, les savoirs abstraits, et le seul qui soit de ce type, c'est la mathématique, et puis les savoirs qui demandent un passage par l'expérience, laquelle expérience nous met toujours en rapport avec des faits singuliers. Mais comment peut-on connaître, avoir la connaissance de quelque chose de singulier? Quand on connaît un objet, quand on se donne un objet de connaissance, qu'est-ce qu'on fait? On a un concept, mettons, je suis cartésien, d'accord? Oui. Bon, Aristote n'est pas cartésien, bien évidemment. Aristote n'est pas cartésien. Descartes est peut-être plus aristotélicien, mais bon, je suis cartésien. Oui. Je veux connaître quelque chose. J'ai un concept à ma disposition, j'ai un cas particulier sous les yeux, j'essaie de voir dans quelle mesure ce cas particulier rentre sous l'égide du concept dont je dispose. Bon. Mais c'est le particulier que je peux connaître comme un élément d'un ensemble plus général. Oui. Ma connaissance, elle est faite d'éléments généraux. Comment est-ce qu'on peut connaître quelque chose tout en garantissant la singularité de ce qu'on connaît? Comment connaître sans généraliser? Qu'est-ce que c'est que cette intuition du singulier? Qu'est-ce que c'est que cette connaissance du singulier? Mais que toute connaissance soit connaissance de l'universel, qui est une thèse aristotélicienne aussi, est évoquée dans la métaphysique comme étant une proposition qui fait difficulté. Parce que, justement, c'est toujours à partir du singulier que nous construisons l'universel. Oui, et c'est que chez Aristote, on part toujours de l'exemple, et par induction, on généralise jusqu'à... C'est le thème fondamental de sa critique de la théorie platonicienne des idées. Il parle de l'homme en soi, mais comment définissent-ils l'homme en soi? S'il n'y avait que l'homme en soi, il n'y aurait pas de définition. C'est l'homme que nous rencontrons, qui leur permet de construire. Il y a cette idée de construction de l'universel à partir des cas particuliers. Mais cela dit, le singulier dans le domaine théorétique n'a pas la même valeur que dans le domaine pratique. C'est toujours la même différence entre sagesse et sagacité. C'est vraiment le partage le plus important de la pensée d'Aristote, celui-là. Et alors, qu'est-ce que le singulier dans le domaine pratique? Bien, c'est toujours une action singulière. Dans l'ordre pratique, le singulier, c'est toujours une action, puisque le domaine pratique est le domaine des actions, et le domaine des activités possibles à l'homme. Et qu'est-ce que la connaissance du singulier dans le domaine pratique? C'est la connaissance de ce que je vais faire à tel moment, dans telle situation. Et l'excellence de la pensée pratique se donne quand j'agis bien, c'est-à-dire quand mon action me conduit à ce que je voulais faire, c'est-à-dire qu'elle remplit le projet que j'avais formé ou que je forme. Et on pourrait dire même que cette connaissance du singulier, ça n'est pas simplement la connaissance des moyens qui vont me mener à la fin que je veux réaliser, mais c'est savoir quelle fin je dois viser dans cette situation singulière. Est-ce qu'on peut comparer la prudence à l'instinct? Il dit ceci: la justesse de coup d'œil a lieu indépendamment de tout calcul conscient et d'une manière rapide, tandis que la délibération exige beaucoup de temps. Voilà. Effectivement, on retrouve là le fait que l'action est dans une temporalité instantanée, et être un homme sagace, c'est savoir réagir à l'instant comme il faut. Donc, est-ce que c'est comparable à l'instinct? Pas tout à fait, parce que, bien évidemment, ma réaction instantanée implique éventuellement des délibérations antérieures, pas pour cette action singulière, mais dans des cas semblables où on voit mal quelqu'un qui n'aurait jamais réfléchi, qui n'aurait jamais délibéré, pouvoir bien se comporter instantanément, comme le font les animaux avec l'instinct.
Au fond, si vous voulez comparer la sagacité et l'instinct, il faut dire alors que la sagacité ne nous est pas naturellement donnée, car rien ne va contre la nature dans l'éthique aristotélicienne, mais rien n'est donné naturellement non plus. D'accord, elle ne nous est pas naturellement donnée, mais elle devient pour nous comme une seconde nature. Oui. C'est comme un pianiste. Au bout d'un moment, on n'a plus besoin de regarder les notes qui sont sur la portée pour savoir où poser les doigts. Oui. Il y a quelque chose, il y a un rapport à l'immédiateté chez Aristote. Oui, il y a bien l'idée sûr, d'une bien action sûr, immédiate, bien sûr. il y a l'idée d'un coup d'œil. Oui, oui. Paf, d'un seul coup d'œil, Oui, je oui, sais oui, exactement ce que je dois faire ou ce qu'il convient de faire sans même savoir pourquoi je le sais, non? Oui, oui. Non, mais l'exemple que vous prenez du pianiste est fort intéressant parce que bien souvent, on a comparé l'homme prudent aristotélicien à un virtuose. Mais personne ne peut nier qu'un virtuose a beaucoup travaillé avant de le devenir. Bien sûr, mais que tout ce travail est recyclé de façon immédiate, oui, dans une pratique à l'instant où il s'agit de le mettre en œuvre. Bien oui, parce que savoir agir, c'est savoir agir au moment où il le faut. Enfin bon, c'est toute la problématique du moment opportun, du kairos. Précisément, qu'est-ce que c'est le kairos dans ce contexte-là? Comment le comprendre à partir de là? Est-ce que le kairos, c'est la bonne occasion, la fenêtre satellite qui autorise justement une initiative qui n'était pas permise jusque-là? Est-ce que c'est l'attention portée au monde qui en manifeste justement les ouvertures éventuelles, les béances, les hiatus, les moments où l'humain peut s'immiscer dans le cours des choses? Est-ce que c'est ce qu'on fait advenir en étant attentif au monde? Est-ce que c'est ce que le monde nous présente? Qu'est-ce que c'est le temps opportun dont il parle? Le moment opportun, c'est l'instant critique. Et on ne peut pas séparer cette analyse de la pratique des médecins. On a beaucoup insisté sur le fait qu'Aristote était fils de médecin, mais en réalité son père est mort très jeune, peu importe. Mais le moment opportun ou l'instant critique, c'est d'abord celui où le médecin sait qu'il doit agir. Il faut agir à ce moment-là, ni avant ni après, parce que ce sera ou trop tôt ou trop tard, et l'action sera vaine. Le temps opportun, c'est toujours le moment critique. C'est-à-dire, bon, mais vous imaginez un stratège. S'il envoie ses troupes trop tôt ou trop tard, il ne gagnera pas la bataille. Le moment opportun, c'est ça. Le kairos, en fait, c'est comme l'humour. Oui. Ça doit apparaître au bon moment, sinon ça tombe à plat. Exactement. Oui, enfin, oui. Et de ce point de vue, on peut trouver un héritage du kairos dans le sens que Machiavel peut donner à la fortune et à cette façon qu'on aurait de la domestiquer. Oui. Ce que je veux dire, c'est que l'homme politique chez Machiavel, c'est celui qui a l'intelligence des circonstances et qui prend la bonne décision au bon moment. Oui. La bonne décision dépendant du bon moment lui-même. Oui, il n'y a pas de bonne décision en dehors du temps dans lequel cette décision doit être prise. Il n'y a pas de bonne décision dans l'absolu. Non. C'est pour ça que chez Machiavel, qui veut la fin veut les moyens. Il n'y a pas d'action dans l'absolu. Et évidemment pour Aristote aussi. Qui veut la fin veut les moyens. Ça a d'ailleurs été un des problèmes de l'exégèse d'Aristote, parce qu'il dit qu'on ne délibère jamais sur la fin, mais uniquement sur les moyens qui vont conduire à la fin. Ce qui a pour certains été interprété comme une sorte d'immoralité, entre guillemets, de l'éthique aristotélicienne, mais ça n'est pas le cas, parce que les fins nous sont données, comme il le dit dans le texte que vous avez cité, presque naturellement. On ne voit pas quelqu'un qui voudrait des fins mauvaises. Pour Aristote, on ne voit pas quelqu'un qui pourrait désirer des choses qui amoindriraient l'homme. On ne voit pas un virtuose cherchant à saccager une partition.